Ce matin-là, à Ashwood, petite ville du Tennessee, personne n'aurait pu imaginer ce que la journée allait révéler. Dans la lumière douce d'une fin d'été, la silhouette discrète d'une fillette franchit la porte grinçante du magasin d'armes local Hunter's Supply. Les habitués tournèrent la tête un instant surpris. À seulement 12 ans, la petite Emily Jean Carter portait autour du cou un pendentif en forme d'aigle argenté qui semblait appartenir à une autre époque. Elle s'approcha du comptoir où un homme d'une cinquantaine d'années, Oswald Bennett, tenait fièrement son territoire comme on défend un précaré. Oswald l'accueillit avec un sourire suffisant et un haussement de sourcils moqueur. « Que puis-je faire pour toi, gamine ?» lança-t-il avec un air condescendant. Émilie le regarda droit dans les yeux, avec ce calme impénétrable qui tranchait déjà avec son âge. « Je voudrais une boîte de cartouches .308, monsieur, pour une séance à la mémoire de ma grand-mère, » dit-elle posément. Autour, des murmures montèrent. Les clients présents échangèrent des sourires moqueurs. « Et tu crois pouvoir en faire quoi, petite ?» persifla Oswald, trop heureux d'exhiber son scepticisme devant la petite foule. Mais Émilie ne scia pas. Son regard, presque glacé, ne quittait pas celui du commerçant. À cet instant, la journaliste locale Rebecca Chang, qui couvrait une simple chronique sur les traditions sportives de la région, sentit un frisson d'intérêt la traverser. Elle alluma aussitôt son micro et se mit à filmer discrètement, flairant quelque chose d'unique dans l'air. Émilie ajouta simplement « Je veux juste rendre hommage à ma grand-mère, Madame Sandra Carter. Elle m'a appris à toujours faire les choses proprement. Laissez un j'aime et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et maintenant, reprenons le cours de l'histoire. » Bennett éclata d'un rire sonore qui résonna dans tout le magasin. « Eh bien, si tu es si doué, pourquoi ne pas le prouver devant tout le monde ?» lança-t-il, ironique. Puis, comme pour parier son honneur, il ajouta en haussant la voix « Je parie $100 que tu ne toucheras même pas la cible à 100 mètres. » Une rumeur d'excitation parcourut l'assemblée. Émilie, toujours calme, hocha la tête sans répondre et se saisit de la boîte de cartouches qui lui tendait avec un sourire narquois. Le duel venait d'être lancé et bientôt la nouvelle se propagea dans tout Ashwood. À la piste de tir municipale, le ciel était d'un bleu limpide quand la foule commença à se masser. Curieux, voisins, chasseurs du coin, quelques policiers venus encadrer la sécurité. Tout le monde voulait voir si la petite Carter allait s'effondrer sous la pression. Émilie monta sur le pas de tir, ses longues tresses brunes attachées en arrière. Elle installa sa vieille carabine, héritée de sa grand-mère, sur le support en bois. Derrière elle, Dr Elena Vasquez, spécialiste en psychologie du sport et amie de longue date de la famille Carter, observait discrètement ses réactions. Sur son carnet, elle nota déjà aucun signe d'anxiété notable malgré la présence d'une centaine de spectateurs. Contrôle émotionnel inhabituel pour une préadolescente. Oswald Bennett, campé à l'arrière avec un petit sourire satisfait, lança d'une voix forte « Allez, montre-nous ce que tu vaux, fillette !» Émilie inspira profondément, régla la lunette avec précision et murmura pour elle-même « Toujours respirer avant de tirer ». Un silence de cathédrale tomba sur la foule alors que le premier coup partit. Le son sec de la détonation résonna longtemps sur les collines du Tennessee et quand la cible électronique afficha un impact parfait en plein centre du 10, un murmure incrédule parcourut la foule. Loin d'être déstabilisée, Émilie se redressa et attendit calmement que la voix du coach officiel, M. Morrison, annonce « Centre parfait à 100 mètres ». Son ton, autrefois sceptique, portait désormais une nuance d'admiration involontaire. La journaliste Rebecca Chang, déjà en direct sur une chaîne régionale, commenta avec un sourire ravi « Mesdames et messieurs, ce que nous venons de voir pourrait bien changer notre perception des capacités de la jeunesse dans cette région. Mais ce n'était que le début. La suite allait prendre une ampleur que personne n'avait anticipée. » Dans la foule, le juge fédéral, Harold Clearwater, observa la scène, intrigué. Quant au shérif Laura Green, elle assura le périmètre et fit reculer la presse qui commençait à s'agglutiner. Mais surtout, à quelques kilomètres de là, un certain colonel Marcus Reed, basé à la garnison voisine de Fort Ravenwood, reçut un appel qui fit froncer ses sourcils d'un air grave. Le message était bref « Venez immédiatement, vous devez voir ça ». Dans l'heure qui suivit, une berline noire sans plaques officielles arriva au pas sur le parking du stand de tir. Reed en sortit, accompagné de son aide de camp, et se fraya un chemin jusqu'à la zone d'observation. Rebecca Chang braqua immédiatement sa caméra sur lui, murmurant à son micro «
Nous assistons peut-être ici à un tournant. La présence militaire confirme que cette démonstration dépasse le simple cadre civil. Red ne perdit pas de temps en civilité. Il salua brièvement le juge Clearwater et déclara d'un ton ferme « Nous avons reçu des rapports concernant des performances de tir d'un intérêt stratégique. Nous devons évaluer ça immédiatement. » Emily, toujours sur son pas de tir, leva calmement les yeux vers cet officier supérieur et hocha respectueusement la tête. Avec ce même aplomb, qui avait déjà captivé la foule, elle dit simplement « Ma grand-mère m'a toujours dit que nos talents doivent de servir à quelque chose de plus grand que nous. Je suis prête à prouver ce que je vaux, monsieur. » Ce fut la première fois que le colonel Red parut véritablement impressionné. Sans un mot, il croisa les bras et attendit que la démonstration continue. Et ainsi, sous un ciel d'un bleu éclatant, la petite Emily Carter s'apprêtait à repousser encore les limites de ce que tout le monde croyait possible. La suite allait non seulement bouleverser Ashwood, mais aussi secouer des institutions entières, des salles de rédaction au bureau feutré du Pentagone. Sur le pas de tir, la tension était désormais presque palpable. Emily ajusta la lunette de sa carabine, effectua un rapide contrôle de l'environnement et murmura à voix basse, pour elle seule, « Vent latéral, compensation minime, distance 200 mètres. » Derrière elle, les conversations s'étaient éteintes. Les plus sceptiques, qui quelques minutes plus tôt se moquaient encore, gardaient désormais le silence, partagé entre incrédulité et admiration. Dr Elena Vasquez, stylo à la main, continua de noter sur son carnet « Indicateur physiologique stable malgré augmentation de la pression. Confiance intacte. » À ses côtés, le colonel Red ne la quittait pas des yeux, ses traits figés, mais sa posture révélant une attention extrême. « Ce n'est plus une simple démonstration, murmura-t-il à son aide de camp. C'est une évaluation de potentiel. » Emily inspira, bloqua sa respiration et pressa la détente. Le deuxième coup claqua dans l'air chaud de l'après-midi, résonnant dans les collines comme un avertissement. Une fraction de seconde plus tard, la cible électronique confirma une nouvelle fois l'impossible. Impact parfait en plein centre à 200 mètres malgré un léger vent latéral. Monsieur Morrison, le coach du stand, annonça la performance d'une voix que l'on devinait transformée par le respect. Centre absolu 10 points. Groupe de tir dans la tolérance compétitive. La foule éclata en un murmure admiratif entrecoupé d'applaudissements timides. À l'arrière, Oswald Bennett, blême, chercha à regagner un semblant d'autorité. « Une seule bonne série ne prouve rien », lança-t-il d'une voix mal assurée. La vraie compétence se voit dans la régularité, la vitesse et dans des conditions extrêmes. Mais personne ne l'écoutait plus vraiment. Même le shérif Green, pourtant en charge du maintien de l'ordre, fronça les sourcils face à ces remarques déplacées. La journaliste Rebecca Chang, elle, jubilait déjà en direct à la télévision régionale. Chers téléspectateurs, ce que nous voyons ici pourrait bien redéfinir la notion même de formation civile en matière de tir de précision. Une enfant de 12 ans montre des compétences qui mettent en difficulté les standards des adultes les plus entraînés. Pendant ce temps, sur la ligne d'observation, le juge Clearwater consulta brièvement le colonel Red. « Je suppose que votre présence implique déjà des répercussions à plus grande échelle », observa-t-il avec calme. Red acquiesça sans détour. Cet enfant pourrait correspondre à des programmes spéciaux, mais chaque chose en son temps. Je dois d'abord m'assurer que ce que je vois est réel et reproductible. Emily, impassible, prépara déjà son prochain tir. Elle ajusta ses appuis, fit tourner la molette de la lunette et murmura à nouveau à voix basse « 250 mètres, compensation vent, effectuée. » Autorisation ? Elle n'avait même pas besoin de lever les yeux pour sentir que toute l'attention du public, de l'armée et de la presse était désormais rivée sur elle. Monsieur Morrison, un instant ému, hocha la tête. Feu camp prête. Le troisième coup partit, encore plus sec et plus net que les deux précédents. Cette fois, un frisson parcourut la foule entière lorsqu'à l'écran, la balle s'inscrivit à nouveau en plein centre de la cible, à plus du double de la distance initiale. Même le colonel Red ne put retenir un murmure impressionnant. C'est alors qu'une berline noire et une seconde jeep militaire se garèrent en bordure du terrain. Deux hommes en costume sombre et une femme en tailleur en descendirent. La journaliste n'en crut pas ses yeux. Elle murmura à son caméraman « Des fédéraux, ici ». La femme, une quadragénaire aux cheveux tirés et aux traits déterminés, se dirigea droit vers Red. « Colonel, je suis l'agente spéciale Sarah Kim, bureau fédéral. Nous avons été informés que cette démonstration nécessiterait notre présence. » Le juge Clearwater intervint aussitôt, se plaçant entre Emily et les nouveaux venus.
Quoi qu'il advienne, Madame l'agente, rappelez-vous que cet enfant reste une civile, mineure, sous la responsabilité de son père. » D'un geste protecteur, Benjamin Carter rejoignit sa fille, posant une main sur son épaule. « Je veux comprendre ce que vous attendez d'elle avant qu'on décide quoi que ce soit », lança-t-il d'un ton ferme. Sarah Kim conserva son calme et répondit avec professionnalisme. « Monsieur Carter, il ne s'agit pas d'un engagement, seulement d'une évaluation. Nous souhaitons simplement mesurer le potentiel et envisager des voies possibles pour plus tard. » Émilie tourna enfin la tête vers eux, les yeux brillants d'une maturité impressionnante. « Ma grand-mère m'a appris que nos capacités ne servent à rien si elles ne sont pas mises au service des autres. Je veux bien montrer ce que je sais faire, mais seulement si cela ne met pas ma famille de côté. » Ce simple échange glaça tout le monde tant par la justesse des mots que par la dignité avec laquelle elle les avait prononcés. Dr Vasquez griffonna rapidement dans ses notes, niveau de maturité émotionnelle supérieur aux standards adolescents, prête pour des scénarios à haute pression. Rebecca Chang, qui avait déjà branché son micro sur la chaîne nationale, résuma pour son public « Nous assistons aujourd'hui à quelque chose de rare. Une enfant formée avec une discipline militaire et une précision méthodique attire l'attention des plus hautes instances fédérales et militaires. L'histoire est en train de s'écrire ici. » À Ashwood, alors que le soleil commençait à décliner doucement à l'horizon. Le terrain de tir, habituellement si tranquille, se transformait peu à peu en un véritable champ d'évaluation. Des officiels s'installaient, des caméras étaient déployées, des officiers échangeaient entre eux des documents sous scellés. Et au centre de tout ce tumulte, Emily Jean Carter, calme, concentrée, prête à relever le défi le plus important de sa jeune vie. Le crépuscule baignait maintenant le champ de tir d'une lumière dorée, et chacun sentait que l'événement prenait une ampleur presque irréelle. Emily Jean Carter ajustait calmement la sangle de son fusil, comme si elle avait ignoré la foule de gradés, d'agents fédéraux, de journalistes et de simples habitants qui la fixaient avec une intensité fébrile. Les hélices d'un hélicoptère au loin firent se lever quelques regards. Il se posa doucement sur une parcelle défrichée à l'arrière du site. De l'appareil sortit une silhouette à la démarche assurée, en uniforme impeccablement taillé. Le colonel Red se redressa immédiatement en position de parade et souffla à voix basse à son aide « Général Morrison ». Ce nom, dans la bouche du colonel, produisit un effet immédiat sur ceux qui comprenaient son importance. À 54 ans, la générale Patricia Morrison incarnait la quintessence du commandement militaire, respectée pour sa vision stratégique et redoutée pour son intransigeance en matière de discipline et d'excellence. Elle se dirigea droit vers Red et l'agent Kim, ignorant les chuchotements qui parcouraient la foule. « Colonel, expliqua-t-elle d'un ton ferme, j'ai reçu des rapports inédits. On parle d'une enfant affichant des résultats qui dépassent la plupart de nos opérateurs de forces spéciales. Je veux la voir de mes propres yeux. » Elle se tourna vers Emily et l'observa quelques instants en silence, notant la précision méthodique de ses gestes, la concentration qui se lisait dans ses yeux. Le juge Clearwater prit la parole, calme et posé, mais avec une fermeté certaine. « Madame la générale, je vous rappelle que mademoiselle Carter est mineure, sous la tutelle légale de son père. Toute évaluation supplémentaire doit respecter les droits de la famille. » Morrison acquiesça avec un léger sourire entendu, signe qu'elle n'était pas venue pour brusquer quiconque, mais bien pour constater la réalité des faits. Émilie leva enfin les yeux vers elle. « Madame la générale, dit-elle avec respect, ma grand-mère m'a appris que chaque compétence s'accompagne d'une responsabilité. Si je peux être utile, et si cela ne met pas en péril ma famille, je suis prête à vous montrer ce que je sais faire. » Cette déclaration fit naître une émotion perceptible jusque dans le regard sévère de Morrison. Elle hocha la tête et se tourna vers Red. « Très bien. Organisez une série complète selon nos standards d'évaluation les plus élevés. Nous allons voir si son talent tient face au protocole du Pentagone. » Sur un signal bref, le stand fut réaménagé en quelques minutes. Des cibles mobiles furent disposées à des distances allant jusqu'à 400 mètres. Des capteurs météorologiques furent installés et un système électronique sophistiqué mis en place pour enregistrer chaque impact. La foule, repoussée derrière des barrières, retenait son souffle. Émilie s'agenouilla, reprit son fusil et régla sa lunette avec précision. Le maître-sergent Lisa Park, chargé de superviser l'épreuve, annonça dans un micro « Séquence d'évaluation pentagonale, 15 cibles, distance variable, conditions contrôlées, engagement autorisé. » Émilie inspira profondément,
cala sa respiration et murmura pour elle-même « Comme à l'entraînement, mamie, juste comme à l'entraînement ». La première balle partit, un claquement sec qui résonna dans le silence du crépuscule. Impact parfait, centre absolu à 50 mètres. La suivante, à 75, même résultat. Puis à 100, 150, 200, chaque tir s'inscrivait dans le centre exact de la cible, malgré les rafales de vent imprévisibles et la lumière qui déclinait rapidement. Le maître sergent Park donnait les résultats à voix haute, presque incrédule, 250 mètres, centre parfait, 300 mètres, 10 sur 10, 350, impact parfait malgré variation atmosphérique, 400 mètres, précision maximale atteinte. La foule resta muette, même les agents fédéraux, pourtant blasés, échangèrent des regards stupéfaits. Le colonel Reid prit des notes frénétiques tandis que la générale Morrison se penchait pour observer la jeune fille. Voilà ce qu'on appelle un talent brut combiné à une discipline sans faille, déclara-t-elle enfin. J'ai commandé des équipes d'élite toute ma carrière, mais ce que nous voyons ici dépasse nos barèmes. Oswald Bennett, lui, semblait s'effondrer un peu plus à chaque impact. Il murmurait « Blême, ce n'est pas possible, elle ne peut pas une gamine ». Ces mots se perdaient dans le vide, plus personne ne l'écoutait. Émilie, elle, se releva calmement après avoir déposé le fusil sur le banc. Elle regarda la générale dans les yeux. Ma grand-mère disait que la vraie force ne se mesure pas seulement à la précision, mais aussi à ce qu'on en fait. Si je peux aider, je le ferai. Morrison hocha la tête, presque ému. Benjamin Carter posa la main sur l'épaule de sa fille, les yeux embués. « Tu es déjà tout ce que ta grand-mère espérait, ma chérie », murmura-t-il. La foule se mit à applaudir lentement, comme portée par une émotion collective. Le juge Clearwater se tourna vers la générale. Quelle que soit la suite, nous ferons en sorte que ses droits soient respectés. La générale Morrison tendit enfin la main à Emily. « Mademoiselle Carter, bienvenue dans une histoire plus grande que nous tous. » Et pour la première fois de la journée, Emily esquissa un sourire discret. Le soleil finissait de se coucher derrière les collines du Tennessee, enveloppant le champ de tir d'une lumière ambrée. Le calme après la dernière salve avait un poids presque solennel. Emily Jean Carter restait immobile, sa main droite posée sur la crosse du fusil encore tiède, comme si elle sentait la mémoire de sa grand-mère pulser dans le bois poli. Autour d'elle, on percevait la rumeur étouffée d'une foule prise entre l'admiration, l'incrédulité et une pointe d'angoisse face à ce qui venait de se dérouler. Maître Clearwater se déplaça lentement vers le centre du pas de tir. Sa voix grave s'éleva au-dessus du silence tendu. Mademoiselle Carter vient de démontrer un niveau de compétence et de sang-froid qui dépasse nos plus hauts standards. Ses droits en tant que mineure et la place de sa famille dans toute décision ultérieure sont garantis par la loi et par l'honneur de chacun ici présent. Ces mots semblaient adresser autant un rappel à la générale Morrison qu'aux agents fédéraux, aux journalistes et même aux spectateurs fascinés qui avaient oublié, le temps d'un tir, que celle qu'ils regardaient n'avait que 12 ans. La générale Morrison ne protesta pas. Au contraire, elle inclina légèrement la tête en signe d'assentiment. Elle se tourna vers le colonel Reid et l'agente fédérale Kim. « Nous avons une responsabilité », déclara-t-elle d'une voix ferme, mais posée. Une responsabilité de ne pas gâcher ce potentiel et de ne pas le broyer dans la machine. Si elle accepte, nous devons construire pour elle un chemin qui respecte son âge et son développement. Pas seulement un parcours d'élite, mais une trajectoire humaine. L'agente Kim, jusque-là d'une froideur professionnelle, sembla se détendre un peu. Elle ajouta « Le gouvernement fédéral soutiendra une approche progressive, en concertation avec la famille. Nous avons vu trop de talents précipités vers des rôles pour lesquels ils n'étaient pas prêts psychologiquement. » Elle croisa le regard de Morrison puis celui de Benjamin Carter qui gardait sa main protectrice sur l'épaule de sa fille. Le maître-sergent Lisa Park rangeait déjà ses équipements de mesure, mais ne put s'empêcher de souffler à voix basse tout en notant les résultats sur sa tablette. « J'ai vu des snipers aguerris s'effondrer sous moins de pression que cette gamine. » Cette remarque, captée par quelques oreillons proches, fit naître de nouveaux murmures d'étonnement dans la foule. Émilie, elle, gardait cette sérénité déconcertante. Elle regardait la générale avec la même confiance qui avait habité chacun de ses gestes depuis le matin. « Madame la générale, dit-elle calmement, ma grand-mère me répétait toujours que les armes ne sont que des outils. C'est celui qui les tient qui leur donne leur sens. Si je peux faire quelque chose de bien avec ce que je sais, je le ferai, mais pas à n'importe quel prix. » Ces mots semblèrent frapper la générale plus fort que la précision des tirs. Elle inspira profondément avant de répondre,
On ne vous demandera jamais de payer le prix de votre enfance. Nous ferons en sorte de vous laisser la liberté de choisir et de grandir. » Puis elle se tourna vers Benjamin dont le visage exprimait un mélange complexe de fierté, d'amour et d'inquiétude. « Monsieur Carter, vous avez élevé une jeune fille exceptionnelle. Nous voulons l'aider à aller aussi loin qu'elle le souhaitera. Mais toujours en accord avec votre famille. » Benjamin hocha lentement la tête. « Je veux juste qu'elle reste elle-même. Que la mémoire de ma mère ne soit pas utilisée pour en faire quelque chose qu'elle ne voulait pas être. » La voix tremblante de ce père bouleversa ceux qui l'entendaient. La foule commençait à se disperser par petits groupes, certains captivés par la présence des caméras, d'autres simplement trop émus pour rester témoins plus longtemps. Dans un coin, Rita Chen, la journaliste, terminait son direct pour la chaîne régionale, ici Rita Chen à Pleasant Creek, Tennessee. Aujourd'hui, nous avons assisté à ce qui pourrait marquer un tournant dans la reconnaissance des capacités exceptionnelles chez les jeunes civils. Emily Carter, 12 ans, a montré que le talent peut surgir là où personne ne l'attend et poser des questions que les institutions devront apprendre à affronter. Elle éteignit son micro avec un dernier regard vers Emily, comme pour s'assurer que la caméra avait capté toute la grâce discrète de l'instant. Le colonel Reid prit la parole pour rappeler que la suite des événements se ferait dans la plus stricte confidentialité. Nous avons tous un rôle à jouer pour que la transition soit respectueuse et digne. Une équipe de conseillers et de psychologues va se rapprocher de la famille Carter pour proposer un accompagnement équilibré. Rien ne sera imposé. Il jeta un regard appuyé à Bennett, le commerçant qui, plus tôt dans la journée, avait publiquement mis en doute les capacités d'Emily et parié sur son échec. Le visage blême de Bennett trahissait à quel point ses certitudes s'étaient écroulées. Emily se rapprocha alors de son père et murmura « Est-ce que mamie aurait été fière ?» Benjamin ferma les yeux un instant et serra sa fille dans ses bras. « Elle l'est, ma puce. Elle l'est sûrement. » La générale Morrison les regardait silencieuse. Elle comprenait en son fort intérieur que ce moment dépassait de loin une simple évaluation. C'était la transmission d'un héritage, un écho d'honneur et de valeur qui avait survécu à travers les générations. Puis, lentement, elle prit la parole à nouveau, cette fois avec une douceur inhabituelle pour une femme de son rang. « Nous allons organiser une rencontre dans les prochaines semaines. Je tiens à ce que vous ayez le temps de réfléchir, de poser toutes vos questions et de décider. Vous avez prouvé ce que vous deviez prouver aujourd'hui. Le reste vous appartient. » Emily hocha simplement la tête, le visage toujours calme mais les yeux brillants. Autour d'elle, malgré la foule clairsemée et les uniformes impressionnants, elle avait l'air à sa place, comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait. La nuit était tombée sur Pleasant Creek et le champ de tir ressemblait désormais à un théâtre déserté après une grande première. Les véhicules officiels et les caméras avaient quitté les lieux dans un ballet de phares et de sirènes étouffées. Ne restait plus que quelques silhouettes, figures familières qui se tenaient autour d'Emily et de son père. La brise légère faisait frissonner les drapeaux au-dessus du stand principal et l'air sentait encore la poudre et l'herbe humide. Benjamin Carter passa son bras autour des épaules de sa fille, la guidant vers la vieille camionnette stationnée à l'ombre. Mais avant qu'ils ne montent à bord, Maître Clearwater s'avança vers eux. Il tenait entre ses mains une chemise cartonnée marquée du sceau du tribunal local. Son visage, à la fois grave et bienveillant, se pencha vers Benjamin. « Monsieur Carter, voici les documents que nous avons rédigés pour encadrer légalement la suite. Je me suis assuré qu'aucune décision ne pourra être prise sans votre approbation écrite. » Benjamin le remercia d'un signe de tête. La main du juge resta posée un instant sur la portière, puis il ajouta à l'intention d'Emily « Vous avez déjà marqué cette journée de votre empreinte, jeune fille. Ne laissez jamais personne vous faire croire que cela vous oblige à quoi que ce soit. Vous restez maîtresse de votre propre chemin. » Emily répondit par un petit sourire, timide mais sincère, avant de glisser à l'intérieur du véhicule. Alors que la camionnette s'éloignait du champ de tir, Rita Chen en profita pour échanger quelques derniers mots avec la générale Morrison. La journaliste avait gardé sa caméra allumée, même si l'émission en direct était terminée. « Madame la générale, dit-elle d'une voix prudente, je suppose que ce soir marque seulement le début d'une histoire plus vaste ?» Morrison la fixa de ses yeux d'un bleu d'acier avant de répondre simplement « C'est le début de quelque chose, oui. Mais ce sera à elle de décider quelle histoire elle veut écrire, et à nous de veiller à ce qu'elle ne devienne pas un pion. » Rita hocha lentement la tête, presque intimidée par la franchise de la réponse, et rangea son micro.
Pendant ce temps, dans le bureau improvisé que l'armée avait installé derrière le champ de tir, le colonel Red dictait ses conclusions à une jeune assistante. Nous avons observé des compétences de précision, d'analyse environnementale et de régulation émotionnelle qui dépassent largement les standards actuels des tireurs d'élite formés en centre d'instruction. En revanche, il marqua une pause, le regard fixé sur la fenêtre, où se dessinait encore la silhouette de la camionnette s'éloignant. Nous recommandons un accompagnement psychologique et éducatif très encadré pour éviter toute dérive institutionnelle. Il signa le rapport d'un geste net et le tendit à son aide. Faites-le parvenir au Pentagone avant l'aube. Dans le véhicule, Émilie resta silencieuse un long moment. Elle observait les collines qui défilaient doucement sous la lune. Benjamin la laissa à ses pensées, mais finit par murmurer sans la regarder. « Tu n'es pas obligé de dire oui à tout ça, tu sais. On peut tout arrêter demain si tu veux. » La réponse d'Émilie mit un certain temps à venir, mais lorsqu'elle parla enfin, sa voix était d'une douceur désarmante. « Non, papa. Je veux continuer, mais à ma façon, comme mamie m'a appris. » Elle serra dans ses doigts le pendentif en argent en forme d'aigle qu'elle portait autour du cou, symbole de l'héritage de sa grand-mère. À quelques kilomètres de là, dans une salle de réunion aux vitres opaques, la générale Morrison retrouva l'agent Kim et le maître-sergent Park. Un écran affichait déjà la retransmission des tirs de la journée, avec des ralentis des impacts sur cible. Morrison prit la parole la première. « Nous avons ici un cas qui mérite une approche nouvelle. Nous ne pouvons pas appliquer les procédures standards sur un enfant de 12 ans, aussi brillante soit-elle. » Kim acquiesça, son visage fermé, mais ses yeux trahissant une certaine inquiétude. « Il faudra aussi gérer les attentes des médias et de l'opinion publique. Ce genre d'histoire peut devenir incontrôlable. » Park, quant à elle, resta silencieuse un moment avant de conclure d'une voix ferme. Elle a ce qu'il faut pour servir un jour. Mais il faudra la protéger jusqu'à ce qu'elle décide elle-même que c'est le moment. De retour chez les Carter, Émilie monta directement dans sa chambre après avoir embrassé son père. Dans l'obscurité, elle sortit de son sac un petit carnet usé, relié de cuir, sur la couverture duquel on pouvait lire gravé le nom Sandra Carter. Elle l'ouvrit à la première page, où sa grand-mère avait écrit de sa main « La précision est un état d'esprit avant d'être un acte, et la grandeur se mesure à ce que l'on choisit d'en faire. » Émilie traça du bout des doigts ces mots avant de s'allonger, enfin prête à se reposer. Pendant ce temps, des courriels commençaient à circuler à Washington et au quartier général des forces armées. Des termes comme « programme spécial »,« candidature prioritaire » et « coopération interagences » apparaissaient déjà dans les échanges. Tous semblaient pressés de réclamer leur part du prodige de Pleasant Creek. Mais au milieu de ses ambitions et de ses plans, une chose restait certaine. C'était Emily Jean Carter qui aurait le dernier mot sur ce qu'elle ferait de son talent et sur la façon dont elle choisirait d'honorer la mémoire de celle qui le lui avait transmis. Le lendemain matin, un calme étrange régnait sur la maison des Carter. Emily s'éveilla tôt, encore imprégnée des événements de la veille. En descendant les escaliers, elle aperçut son père à la cuisine, déjà en train de feuilleter les journaux empilés sur la table. Sur chaque première page, on voyait une photo d'elle en position de tir, le visage concentré, les cheveux tirés derrière ses oreilles, et les titres affichaient des formules comme « La prodige de Pleasant Creek » ou encore « À 12 ans, elle impressionne l'armée ». Benjamin posa le journal et la regarda avec un mélange d'inquiétude et de fierté. « Tu es la une de tous les journaux de l'État » dit-il simplement. Émilie haussa légèrement les épaules, mal à l'aise face à cette attention soudaine. Elle se contenta de remplir son bol de céréales avant de demander « Est-ce que tu crois que mamie aurait été fière ?» Benjamin lui adressa un sourire attendri. « Elle aurait été fière, oui, mais elle aurait surtout insisté pour que tu restes toi-même, quoi qu'il arrive. » Ces mots semblèrent apaiser Émilie, qui retourna son pendentif dans ses doigts, comme pour s'assurer de la présence de sa grand-mère à ses côtés. Un peu plus tard dans la matinée, une berline noire vint se garer devant leur maison. L'agente fédérale, Sarah Kim, en descendit, accompagnée d'un autre homme qu'Émilie ne connaissait pas encore. Il se présenta d'un ton calme et posé. Major Adrian Blake, chargé des relations entre le Pentagone et les familles civiles. Nous venons discuter des prochaines étapes, mais uniquement si cela vous convient. Benjamin leur fit signe d'entrer tout en gardant un œil protecteur sur sa fille. Autour de la table, Kim déplia plusieurs dossiers et parla d'une voix neutre, presque pédagogique. Nous avons été mandatés pour évaluer la meilleure façon d'accompagner Émilie, dans un cadre volontaire, sécurisé et adapté à son âge.
Blake poursuivit aussitôt. Ce que vous devez savoir, monsieur Carter, c'est que les compétences de votre fille sont uniques. Elle pourrait contribuer à des programmes qui aideraient bien plus de monde qu'elle ne l'imagine. Mais nous comprenons que sa vie de famille et son éducation doivent rester prioritaires. Benjamin réfléchit longuement avant de répondre. Je veux que tout soit transparent. Je veux savoir exactement où elle met les pieds et ce que cela signifie pour elle, pour nous. L'agent Kim lui assura que rien ne serait imposé. Emily, jusqu'ici silencieuse, finit par prendre la parole. Sa voix, douce mais ferme, coupa court à la tension. Si c'est pour aider des gens, alors j'aimerais au moins écouter ce que vous avez à dire. Mais je veux pouvoir dire non quand je le sentirai. Blake hocha la tête avec un léger sourire. C'est exactement l'attitude que votre grand-mère aurait appréciée. Le reste de la journée fut consacré à des explications détaillées sur les options qui s'offraient à elle. Des programmes d'entraînement progressif, supervisés par des spécialistes, lui permettant d'explorer son potentiel sans négliger ses études ni sa vie personnelle. À chaque étape, Emily écoutait attentivement, posait des questions et gardait ce regard qu'on lui connaissait déjà au stand de tir. Concentrée, lucide et étonnamment adulte pour son âge. Dans l'après-midi, ils décidèrent de se rendre en ville. La place principale de Pleasant Creek était désormais décorée d'une grande banderole qui proclamait « Félicitations à Emily Carter, fierté de notre communauté ». Les passants la saluaient avec admiration. Certains demandaient des autographes ou une photo. Emily souriait poliment mais se réfugiait rapidement derrière son père, comme si toute cette effervescence la mettait plus mal à l'aise que de se tenir sous la visée d'un général. Pendant ce temps, dans les bureaux du Pentagone, la générale Morrison réunissait ses conseillers pour discuter de ce qu'elle appelait déjà le dossier Carter. Sur une grande carte de présentation numérique, on voyait les données recueillies la veille. Vitesse d'impact, écarts minimaux, régularité impressionnante sous stress maximal. Elle balaya la salle du regard et déclara d'un ton sans appel « Nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté d'un tel talent, mais il est de notre devoir de protéger cette jeune fille de nos propres excès. Ce sera un programme pilote et je ne tolérerai aucun abus. » Le major Blake, qui venait d'arriver de Tennessee, confirma qu'Emily avait accepté de rester en contact, sans pour autant s'engager formellement pour l'instant. Un autre conseiller glissa à voix basse « C'est la première fois que je vois une enfant imposer son rythme à l'armée. » Et un discret éclat de rire parcourut la salle. De retour chez elle, ce soir-là, Emily alla s'asseoir sur le porche avec son père. Le ciel était dégagé et la voie lactée s'étendait au-dessus d'eux. Après un long silence, Benjamin se pencha vers elle. « Quoi que tu choisisses, je serai toujours là pour te protéger. Même si je dois m'interposer entre toi et tout ce monde en uniforme. » Emily posa sa tête contre son épaule et murmura « Je sais, papa. Mais, tu sais quoi? Je crois qu'elle serait fière que je dise oui, parce qu'elle m'a appris que servir les autres, ça valait toujours la peine. » Benjamin retint son souffle un instant avant de la serrer un peu plus fort contre lui, et, en la voyant scruter l'horizon d'un air décidé, il comprit qu'elle portait déjà en elle un héritage qu'aucun uniforme ne pourrait jamais lui enlever. Le lendemain matin, la petite ville de Pleasant Creek vibrait d'une énergie nouvelle. Dans la rue principale, devant la boulangerie, un écran avait été installé pour diffuser en direct les informations nationales. Des journalistes parlaient déjà d'Emily comme d'un phénomène, et certains éditorialistes se demandaient si cette jeune fille de 12 ans ne remettait pas en question tout ce que l'on croyait savoir sur la formation des tireurs d'élite et le potentiel des adolescents dans des disciplines d'excellence. À la maison, Emily se préparait pour une journée différente. Elle avait reçu la veille un appel de la générale Morrison. Un hélicoptère allait venir la chercher à midi pour l'emmener sur une base militaire où elle pourrait voir de ses propres yeux à quoi ressemblaient les programmes spéciaux. Elle avait insisté pour que ce soit une simple visite et non une démonstration officielle. « Je ne signe rien tant que je n'ai pas tout vu », avait-elle déclaré calmement à la générale au téléphone. Vers 11 heures, un bruit de rotor se fit entendre au loin. Benjamin et Emily sortirent sur le perron. L'engin atterrit dans le champ derrière la maison. De la cabine descendit le major Blake, impeccable dans son uniforme. Il adressa un signe de tête à Benjamin puis tendit la main à Emily avec un sourire complice. « Prête pour une visite ?» Elle serra la main et hocha la tête, toujours avec ce mélange d'assurance et de réserve. Pendant le vol, elle regardait par la fenêtre les collines verdoyantes s'éloigner. Blake, assis en face d'elle, la détaillait avec curiosité. « Tu ne ressembles pas à la plupart des gens que j'ai escortés ici.
La plupart sont nerveux ou surexcités. Toi, tu sembles juste concentré. Émilie répondit simplement « Ma grand-mère disait toujours « On ne perd jamais son calme quand on a bien appris ». Blake sourit, impressionné par cette maturité. En arrivant sur la base, ils furent accueillis par un cortège d'officiers, de psychologues et d'instructeurs. On la guida à travers un bâtiment moderne jusqu'à une salle d'observation surplombant un vaste stand de tir intérieur où plusieurs soldats s'entraînaient. Sur les murs, des écrans affichaient des statistiques, des vitesses de balles, des courbes de précision. Émilie resta immobile, absorbant chaque détail. La générale Morrison fit son entrée dans la pièce, son uniforme impeccable, ses médailles scintillant sous la lumière. Elle salua Benjamin d'une poignée de main respectueuse, puis posa son regard sur Émilie. « Bienvenue, Émilie. Je voulais que tu vois à quoi ressemblent les programmes dont on t'a parlé. » Elle lui montra du doigt une jeune femme en treillis à l'autre bout de la salle. Là-bas, c'est le sergent-chef Olivia Barnes. Elle a commencé à 17 ans. Aujourd'hui, elle forme des forces spéciales. Émilie observe la précision et la fluidité des gestes d'Olivia, mais garda pour elle ses pensées. Ils passèrent ensuite dans une autre aile du bâtiment, plus discrète. Cette partie ressemblait moins à une base militaire qu'à un centre de recherche. Psychologues et préparateurs mentaux discutaient en petits groupes autour de tableaux remplis de graphiques. Un des chercheurs expliqua à Émilie « Nous ne cherchons pas seulement des tireurs, nous cherchons des gens capables de résister à une pression énorme tout en gardant leur lucidité. C'est ce que vous avez démontré hier. » Elle écoutait sans rien dire, ses yeux sérieux se posant sur chaque écran, chaque schéma. Enfin, ils arrivèrent dans une petite salle où une table avait été dressée avec des dossiers et des prospectus. La générale Morrison s'assit et invita Émilie et son père à faire de même. « Voici les options, dit-elle. Elle ouvrit un classeur et en fit glisser 3 documents. Programme d'initiation progressive, stage d'été à la base et, pour plus tard, si vous le souhaitez, intégration dans une académie spécialisée. Vous êtes libre de choisir ou de ne rien choisir. » Benjamin croisa les bras et se pencha légèrement. « Je veux que ce soit elle qui décide. Mais je veux aussi être sûr qu'elle reste une enfant. » Morrison hocha la tête compréhensive. « Et c'est exactement ce que nous voulons aussi, Monsieur Carter. » Émilie prit le premier document entre ses doigts. Ses yeux parcoururent les lignes avec soin. Puis elle releva la tête. « Je ne veux pas tout ça. Pas encore. Je veux juste un stage d'été, pour voir. » La générale lui sourit avec une pointe de respect dans le regard. « C'est une décision très sage. » Avant de repartir, ils firent un tour sur le terrain d'entraînement. Émilie put s'essayer sur une ligne de tir dernier cri, entourée de caméras et de senseurs. Mais ce qui impressionna le plus ceux qui l'observaient, ce ne fut pas seulement sa précision, mais la manière dont elle reprenait exactement la même respiration, la même posture, la même sérénité qu'à Pleasant Creek. Comme si la pression d'une base militaire n'était qu'une simple formalité pour elle. Lorsque le soleil commença à décliner, l'hélicoptère les ramena vers leur ville. Émilie, assise à côté de son père, serrait toujours son pendentif dans sa main, les yeux rivés vers l'horizon. Dans son regard, on lisait déjà une détermination nouvelle, une curiosité qui ne demandait qu'à s'éveiller davantage. Et Benjamin, en silence, se fit la promesse de la soutenir dans chaque étape de ce chemin qu'elle choisirait elle-même. La nuit qui suivit ce voyage fut longue et pleine de réflexions. Émilie resta éveillée, couchée sur son lit, songeuse, son pendentif toujours serré dans la main. Dans la maison silencieuse, le tic-tac de la vieille horloge résonnait doucement, presque comme un compte à rebours vers l'avenir qu'on lui promettait désormais. Dehors, dans la fraîcheur de la nuit, Benjamin se tenait sur le perron, une tasse de café à la main. Il observait les étoiles, se demandant ce que penserait Sandra en voyant leur petite fille à aujourd'hui. Au matin, la presse nationale avait envahi Pleasant Creek. Les journaux locaux titraient déjà « Emily Carter, la prodige qui défie les institutions ». Devant la boutique de sport, plusieurs journalistes attendaient dans l'espoir de l'apercevoir. Rita Chang était de retour, toujours avec son micro à la main et son sourire vif. Elle interpella Benjamin alors qu'il sortait. « Monsieur Carter, une question ? Est-ce que votre fille va accepter l'offre militaire ?» Il répondit simplement « Elle décidera elle-même, ce n'est pas à moi, ni à personne d'autre de lui tracer son chemin. » Cette phrase fut répétée dans les journaux du lendemain comme une leçon de droiture parentale. Émilie passa la journée à l'écart, réfugiée dans la vieille grange où sa grand-mère lui avait appris à tirer. Elle avait ressorti un vieux carnet de Sandra, rempli de notes manuscrites, des schémas de respiration, des calculs de distance, des réflexions sur la discipline.
Assise sur une botte de foin, elle feuilletait ses pages comme un trésor. Sur la couverture, Sandra avait écrit « Le talent n'est rien sans la force du caractère ». Le lendemain, un convoi officiel revint en ville. Cette fois avec plusieurs véhicules noirs, banalisés. Parmi eux, une berline d'où descendit une femme élégante en tailleur sombre, accompagnée d'un agent en costume. Elle se présenta à Benjamin avec calme. « Madame Lawson, Bureau fédéral de la sécurité intérieure. Nous souhaitons discuter avec votre fille si elle est d'accord. » Émilie arriva aussitôt, son regard franc planté dans celui de Madame Lawson. « Je vous écoute. » Ils s'installèrent dans le salon. Lawson posa un mince dossier sur la table. « Nous suivons de près votre parcours depuis hier. Vos résultats dépassent ce que nous pensions possible. Certains de nos programmes fédéraux pourraient bénéficier de vos capacités. Nous voulons simplement vous en parler. » Émilie écouta, silencieuse, puis répondit « Je n'ai pas envie qu'on m'utilise juste pour des chiffres ou des résultats. Je veux être sûre que ce que je fais sert à quelque chose pour de vrai. » Cette réponse surprit Lawson qui esquissa un léger sourire. « Vous êtes plus sage que beaucoup d'adultes, Émilie. Vous avez raison de poser ces questions. » Elle lui tendit une carte. « Nous serons là quand vous voudrez en parler plus sérieusement. » Puis elle quitta la maison aussi discrètement qu'elle était venue. Ce soir-là, la communauté tout entière se rassembla au champ de tir pour une cérémonie improvisée en l'honneur d'Émilie. Une banderole avait été accrochée. « Merci Émilie, tu nous rends fiers ?» Des voisins, des amis, des vétérans se pressaient pour la féliciter. La doyenne de la ville, Madame Porter, vint lui prendre les mains. « Ma petite, tu as fait plus que défendre l'honneur de ta famille. Tu as rappelé à tout le monde qu'on ne doit jamais juger quelqu'un sur son âge. » Émilie la remercia avec un sourire timide. Puis vint le tour de Frank Patterson, un ancien marine ami de sa grand-mère. Il se planta devant elle et déclara « Tu n'es pas seulement la digne héritière de Sandra, tu es toi-même déjà quelqu'un d'exceptionnel. Ne laisse personne décider pour toi, et n'oublie jamais d'où tu viens. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Alors que la foule applaudissait, Émilie sentit son regard se perdre dans la nuit. Elle savait déjà qu'elle n'en avait pas fini. Elle avait choisi un stage d'été pour commencer doucement, mais elle sentait que cette histoire ne faisait que débuter. Elle pensait à toutes ces pages du carnet de sa grand-mère qu'elle n'avait pas encore lues. Elle comprit que la route serait longue, faite de choix, de sacrifices, mais aussi d'une promesse. Celle de toujours être à la hauteur de ce que Sandra avait cru voir en elle. Benjamin, debout derrière elle, posa une main rassurante sur son épaule. À ce moment-là, Émilie comprit qu'elle n'était pas seule. Quoi qu'il arrive, quoi qu'elle décide, elle aurait son père, sa communauté, et la voix de sa grand-mère, toujours là, quelque part dans son cœur. Le champ de tir, baigné par la lumière dorée du crépuscule, résonnait encore des applaudissements quand Émilie se dit « Ce n'est que le début ». Le lendemain, alors que la ville de Pleasant Creek se réveillait sous un ciel légèrement couvert, Émilie était déjà debout. Elle avait passé une partie de la nuit à relire le carnet de Sandra, et chaque page semblait contenir une leçon nouvelle, une clé qu'elle n'avait pas encore tournée. Elle descendit au rez-de-chaussée, trouva son père dans la cuisine, et lui dit d'une voix déterminée « Papa, je veux retourner au champ. Pas pour eux, pour moi. » Benjamin hocha la tête avec un demi-sourire. Il savait déjà qu'il ne pourrait jamais l'arrêter. Au champ de tir, il n'y avait encore personne. Le vent frais sifflait légèrement entre les buttes de terre. Émilie installa sa carabine, prit une profonde inspiration et laissa la routine reprendre le dessus. Elle tira d'abord quelques balles à 100 yards, toutes dans le cercle intérieur, puis recula et tenta des distances plus importantes, jusqu'à atteindre 400 yards, reproduisant sans faute le parcours que le Pentagone avait préparé pour elle la veille. Chaque coup résonnait dans la vallée comme un écho familier. Elle s'interrompit lorsqu'une voiture sombre s'arrêta en bordure du champ. En descendit une silhouette qu'elle avait déjà vue, le colonel Hartmann, celui-là même qui avait coordonné la première venue des militaires. Il s'avança calmement vers elle, son chapeau à la main. « Mademoiselle Carter, commença-t-il avec solennité, « je n'étais pas censé revenir aujourd'hui, mais on m'a demandé de vous transmettre un message personnel. » Il tendit une enveloppe blanche cachetée d'un sceau officiel. Émilie la prit, la déchira et lut « Sur ordre du commandement central, il vous est proposé de participer à un stage de perfectionnement estival sous supervision militaire dans un cadre civil et éducatif. Aucune obligation d'engagement, aucune contrainte. Réponse souhaitée sous 15 jours. » Elle leva les yeux vers Hartmann, qui la fixait avec un mélange de respect et d'attente. « C'est votre décision, mademoiselle. Quoi que vous choisissiez, sachez que vous avez déjà marqué les esprits. » Puis il repartit comme il était venu,
la laissant seule avec la lettre et le souffle du vent. Plus tard dans la journée, Émilie se rendit en ville. La presse était encore là, mais elle réussit à les éviter en passant par la petite ruelle derrière la boutique de sport. À l'intérieur, elle retrouva Madame Porter qui s'occupait de quelques rayons. La vieille dame la salua avec bienveillance. « Je savais que tu reviendrais. » Émilie lui montra la lettre. Madame Porter la lut en silence, puis déclara « Peu importe ce que tu décides, fais-le pour les bonnes raisons. Pas pour leur prouver quoi que ce soit. Pas pour nous, pour toi. » Ces paroles résonnaient encore dans sa tête le soir venu, quand Benjamin vint s'asseoir à côté d'elle sur le perron. Il lui tendit un petit paquet, un pendentif identique à celui de Sandra, gravé à l'arrière des mots, toujours visé juste. Elle le serra dans sa main émue, puis et d'une voix ferme, elle dit enfin « Je crois que je vais accepter, mais à mes conditions. » Benjamin hocha la tête, il n'y avait plus rien à ajouter. Le lendemain matin, elle rappela le colonel Hartmann. La conversation fut brève. « Je suis d'accord pour le stage, colonel, mais je tiens à garder mon autonomie, et mes études passent en priorité. » À l'autre bout du fil, Hartmann répondit « C'est noté. Vous aurez tout ce que vous demandez, et je vous promets que vous garderez le contrôle sur votre propre avenir. Bienvenue à bord, mademoiselle Carter. » En raccrochant, Émilie se sentit plus légère. Pas parce qu'elle avait dit oui, mais parce qu'elle avait eu le courage de fixer ses limites et de dire les choses comme elle les pensait. L'été approchait, et la ville commençait déjà à s'agiter autour de ce départ annoncé. Les habitants organisaient une petite réception pour lui dire au revoir. Dans la salle communale, décorée de guirlandes rouges, blanches et bleues, chacun avait tenu à écrire un petit mot sur un grand livre d'or posé à l'entrée. Émilie le feuilleta, touchée par les messages de soutien et de fierté. Quand vint son tour de parler, elle se leva devant tout le monde de droite comme un i. « Je voulais vous remercier, dit-elle d'une voix claire. Vous m'avez appris que l'on pouvait rester soi-même, même quand tout le monde vous regarde, que la force ne vient pas des titres ou des médailles, mais des gens qui croient en nous. Je pars pour apprendre encore, mais je reviendrai. Et je n'oublierai jamais que tout a commencé ici. » Les applaudissements fusèrent, et Benjamin sentit les larmes lui monter aux yeux. Dans un coin, Madame Porter murmura à une voisine « Sandra serait tellement fière. » Émilie quitta la salle sous une pluie d'acclamations, déjà tournée vers l'avenir. Elle savait que ce stage ne serait que la première étape d'un long chemin. Et, dans la poche de sa veste, elle sentait le pendentif de Sandra battre doucement contre son cœur, comme une promesse silencieuse qu'elle ne serait jamais seule. Le stage d'été débuta sous un ciel clair à Fort Ashbury, une base militaire discrète en lisière d'une grande forêt du Kentucky. Émilie avait été accueillie dès son arrivée par la capitaine Dana Mitchell, une femme au regard perçant et au sourire franc, qui lui avait tendu une paire de lunettes balistiques et une veste marquée « Observateur civil ». « Tu n'es pas ici comme une recrue », précisa la capitaine, « mais comme une invitée. Tu apprendras à ton rythme. On t'évaluera, bien sûr, mais tu restes libre de dire « stop ». Ces mots rassurèrent Émilie plus qu'elle ne voulait bien l'admettre. Elle hochait la tête en silence, son pendentif argenté niché sous son t-shirt comme un talisman invisible. Les premiers jours furent rudes, lever à l'aube, footing sur terrain accidenté, séance d'entraînement qui la mettait face à des tireurs d'élite expérimentés. On lui apprit à corriger ses tirs en fonction de vents changeants, à se servir d'instruments sophistiqués, à communiquer sous pression. Malgré son jeune âge, elle surprenait tout le monde par sa concentration. À chaque série de tirs, elle écoutait attentivement les corrections de la capitaine Mitchell, puis améliorait encore sa précision. Le 4e jour, un haut gradé fit son apparition. Le général Patricia Monroe, reconnaissable à son insigne doré et son allure d'ancienne combattante. Elle observa Émilie sans dire un mot pendant plus d'1 heure, notant dans un carnet la régularité de ses tirs et la gestion impeccable de son stress. À la fin de la séance, elle la félicita sobrement. « Vous avez une discipline rare, Carter. Continuez comme ça. » Émilie sentait que quelque chose se jouait au-delà de la simple formation, les conversations à voix basse, les regards des instructeurs, comme si tout le monde attendait d'elle plus qu'un simple stage réussi. Un soir, alors qu'elle nettoyait sa carabine, la capitaine Mitchell vint s'asseoir à côté d'elle et lui dit doucement « Tu sais, certains ici espèrent que tu choisiras la voie militaire un jour. Mais la décision t'appartient. Ne laisse jamais personne décider pour toi. » Ces mots résonnèrent en elle longtemps après que la capitaine l'eut laissée seule dans le silence de la chambrée. Le dernier jour du stage, elle fut convoquée sur le terrain d'entraînement principal pour une épreuve finale.
L'endroit avait été transformé en un gigantesque parcours de tir avec des cibles mobiles, des conditions météorologiques simulées et des observateurs disséminés à chaque étape. Emily inspira profondément et s'avança vers la ligne de départ. « À ton signal !» murmura la capitaine Mitchell. Quand le coup de sifflet retentit, Emily se mit en mouvement, enchaînant les cibles une à une, ajustant ses tirs avec une précision presque irréelle. À chaque impact, le silence grandissait parmi les observateurs. Même le général Monroe, d'habitude impassible, plissa les yeux de surprise et nota quelque chose de plus appuyé dans son carnet. Le dernier tir résonna plus fort que tous les autres. La cible, située à 450 yards sous un vent latéral traître, bascula net en son centre. Emily se redressa et leva les yeux vers la tribune, le souffle court, mais un léger sourire aux lèvres. Quelques minutes plus tard, le général Monroe descendit jusqu'à elle, lui tendit une enveloppe scellée et lui murmura « Ceci n'est pas une obligation, mais un jour, si vous décidez que vous êtes prête, il y aura une place pour vous dans nos rangs. » Emily rentra chez elle quelques jours plus tard. La gare de Pleasant Creek semblait presque trop petite après ces semaines d'intensité. À la sortie du quai, Benjamin l'attendait, visiblement ému. Sans un mot, il la serra contre lui. Dans son sac, l'enveloppe du général restait intacte, mais la jeune fille savait déjà ce qu'elle contenait. Une invitation à rejoindre un programme spécial, conçu pour former des tireurs d'élite d'exception. Le soir même, assise sur le perron de la maison familiale, Emily tourna l'enveloppe entre ses doigts. Elle la glissa dans une boîte, juste à côté du carnet de Sandra et de son pendentif. Puis elle murmura pour elle-même « Quand ce sera le moment, je saurai ». Dans le ciel de Pleasant Creek, les étoiles scintillaient doucement, comme autant de promesses à venir. Et Emily Carter, la petite fille de Sandra, sentait qu'elle n'en avait fini ni avec ses rêves, ni avec le champ de tir qui avait tout déclenché. Les semaines suivantes à Pleasant Creek se déroulèrent dans une étrange sérénité. Emily reprit ses habitudes, aidant Benjamin au magasin, passant ses fins d'après-midi à perfectionner son tir sur la petite clairière derrière la maison. Pourtant, quelque chose avait changé. Les habitants du village la saluaient désormais avec un respect nouveau, presque solennel. Même ceux qui autrefois s'étaient montrés sceptiques ou condescendants, comme Otis Brennan, baissaient les yeux lorsqu'ils croisaient son chemin. Emily n'en tirait aucune vanité. Dans son cœur, elle restait la petite fille de Sandra, désireuse d'honorer la mémoire de cette femme qui lui avait tout appris. Pourtant, chaque fois qu'elle rangeait la boîte contenant l'enveloppe du général Monroe, elle sentait cette légère brûlure d'excitation. L'appel de quelque chose de plus grand, de plus vaste que Pleasant Creek. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le comptoir du magasin familial, Rita Chang franchit la porte, micro et caméra en main. Depuis l'incroyable démonstration d'Emily sur le stand de tir, Rita avait transformé ce reportage en une série documentaire diffusée sur une chaîne régionale. « Emily, tu as 5 minutes ?» demanda-t-elle avec son sourire énergique. Elle plaça sa caméra et, d'une voix douce mais ferme, posa la question que tout le monde semblait redouter. « Que comptes-tu faire maintenant ? La base t'a invité à poursuivre un entraînement avancé. Des agences fédérales te surveillent et ton nom commence à circuler bien au-delà de l'État. » Emily réfléchit une seconde, puis répondit simplement « Je vais continuer à m'entraîner. Ma grand-mère disait toujours que la discipline, c'est ce qu'on garde quand les autres arrêtent. Je ne suis pas pressé. Je saurai quand ce sera le bon moment. » Le reportage de Rita, diffusé quelques jours plus tard, fit un petit buzz bien au-delà des frontières du Tennessee. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des dizaines de messages affluaient chaque jour au magasin. Des encouragements, des offres d'interviews, des invitations à des concours prestigieux. Emily en lisait quelques-uns, puis repliait les feuilles avec un demi-sourire, comme pour se rappeler que la gloire importait peu si l'on n'était pas prêt à la porter. Puis un soir, un nouvel élément entra dans l'équation. Alors qu'elle terminait de ranger le magasin, Benjamin trouva une lettre déposée discrètement sous la porte. Il la tendit à Emily, inquiet. L'enveloppe ne portait ni timbre ni expéditeur. Elle l'ouvrit, déplia la feuille et lut « Mademoiselle Carter, votre démonstration n'est pas passée inaperçue. Nous représentons un programme très spécifique qui n'apparaît dans aucun registre officiel. Si vous souhaitez apprendre ce que votre talent peut vraiment accomplir, venez à cette adresse, dimanche à 6 h, rien ne vous y oblige. Mais sachez qu'il n'y aura pas de seconde invitation. En bas, une simple signature, S. Parker, et un logo gravé, discret, en forme d'aigle stylisé entourant un cercle. » Benjamin fronça les sourcils. « Ça ne me plaît pas. Qui que ce soit, ils n'ont même pas le courage de signer clairement. »
Émilie replia calmement la lettre et la glissa à côté de l'enveloppe du général Monroe dans la boîte sous son lit. « Ne t'en fais pas, papa. Ce n'est pas le moment, de toute façon. » Mais cette nuit-là, allongée sous ses draps, Émilie fixait le plafond en silence, son esprit tourbillonnant. Elle repensait aux mots de Sandra. « Quand tu es prête, la route apparaîtra d'elle-même. » Et cette route, désormais, semblait se dessiner à l'horizon, dans l'ombre d'un programme dont elle ne savait encore rien. Le dimanche matin, elle enfila son sweat, son jean et ses bottes, attrapa son pendentif et descendit discrètement les escaliers. Benjamin dormait encore. Elle laissa un mot sur la table. « Je reviens bientôt, ne t'inquiète pas. » Puis elle sortit, la lettre pliée dans la poche arrière, et marcha vers la route. La brume matinale enveloppait Pleasant Creek comme une couverture épaisse, effaçant les contours familiers de la ville. Émilie inspira profondément et murmura « C'est peut-être le moment ». Une berline noire attendait déjà, garée à quelques pas du croisement. À travers la vitre teintée, elle aperçut le même logo gravé sur le tableau de bord. La portière s'ouvrit sans un mot. Émilie hésita une seconde, le regard tourné vers les collines derrière elle. Puis elle s'installa sur la banquette arrière. La voiture démarra en silence et s'enfonça dans la brume, laissant derrière elle la petite ville endormie et la promesse d'un avenir dont elle n'avait encore qu'un aperçu. Le trajet dura plus d'1 heure. Émilie observait le paysage défiler à travers la vitre. Les collines verdoyantes laissaient peu à peu place à une vaste plaine, puis à des zones industrielles désertes où de vieux entrepôts semblaient abandonnés depuis des décennies. La route était bordée de fils barbelés et de panneaux d'avertissement. La voiture ralentit finalement devant un portail en acier orné du même aigle stylisé que sur la lettre. Un garde en uniforme gris fit un signe de tête en direction du conducteur. Sans un mot, le portail s'ouvrit dans un léger grincement. La berline pénétra dans l'enceinte d'un complexe impressionnant à mi-chemin entre un camp militaire et un centre de recherche. Des hommes et des femmes en tenue discrète, d'une sobriété presque inquiétante, allaient et venaient avec une précision méthodique. Émilie inspira profondément et serra son pendentif dans sa main. La voiture s'arrêta devant un bâtiment de béton sans fenêtre. Le chauffeur descendit, contourna la voiture, ouvrit la portière arrière et l'invita d'un geste à sortir. Dans le hall, une femme d'une 50aine d'années l'attendait. Ses cheveux poivre et celles parfaitement tirées en arrière lui donnaient un air sévère mais digne. Elle portait une veste sombre et arborait sur la poitrine un écusson avec un simple Division 7. « Emily Carter ?» demanda-t-elle d'une voix posée. Émilie hocha la tête, les yeux fixés sur elle avec la même assurance qu'à Pleasant Creek. « Je suis Sarah Parker. Vous avez impressionné beaucoup de monde, Émilie, pas seulement au Pentagone, mais aussi ailleurs. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Ici, nous formons une élite silencieuse, ceux dont les capacités dépassent ce que le commun des mortels peut imaginer. Pas pour la gloire, pas pour les médailles, mais pour maintenir l'équilibre dans un monde qui en a cruellement besoin. » Émilie resta immobile, buvant chaque mot avec attention. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. Sarah esquissa un léger sourire. « Parce que tu n'es pas seulement précise. Tu es disciplinée, stable, et tu comprends que ce que tu fais n'a de valeur que lorsqu'on s'en sert pour les autres. C'est ce qui te distingue des prodiges capricieux qu'on voit ailleurs. » Elle l'invita à marcher à ses côtés dans un long couloir éclairé de néons. Des panneaux numérotés se succédaient le long des murs. Salle 1, salle 2, simulateur A. Derrière des vitres blindées, Émilie apercevait d'autres jeunes gens, chacun concentré sur des tâches exigeantes, tir de précision, cryptographie, pilotage de drone, exercice de résistance mentale. Ici, tu apprendras à transformer ce talent en compétence totale. Tu travailleras avec des instructeurs issus des meilleurs corps d'élite et tu feras partie de quelque chose qui te dépasse. Émilie s'arrêta devant une grande porte en acier marquée « Salle d'évaluation ». Sarah se retourna et la fixa, impassible. « Rien ne t'y oblige, Émilie. Si tu refuses, nous te raccompagnerons chez toi. Personne ne t'en voudra. Mais si tu entres, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu intégreras la division. » Le silence pesa quelques instants. Émilie laissa ses doigts glisser sur la surface froide de la porte. Puis elle se redressa, inspira profondément et déclara d'une voix ferme « Ma grand-mère m'a appris que le vrai courage, c'est de servir une cause qui nous dépasse. Je suis prête. » Sarah incline légèrement la tête, satisfaite. Elle ouvrit la porte. À l'intérieur, un stand de tir dernier cri l'attendait, déjà prêt. Des cibles mouvantes, des capteurs environnementaux, des caméras pour mesurer la précision, au millième près. Émilie entra sans hésiter.
Elle se mit en position, ajusta la crosse de l'arme, vérifia le chargeur et annonça calmement, prête pour la première séquence. De l'autre côté de la vitre, des observateurs prenaient place. Sarah activa un bouton sur la console. Les cibles commencèrent à apparaître dans une chorégraphie imprévisible. Émilie inspira profondément, son regard devenant celui d'une tireuse d'élite. Dans son esprit, elle revit Sandra, un soir d'été, lui répétant encore et encore « Prépare-toi toujours comme si demain pouvait tout changer, parce qu'un jour, ce sera le cas. » Et aujourd'hui, ce jour était arrivé. La salle vibra sous le claquement sec des tirs. Un à un, les capteurs affichaient des scores parfaits. Les observateurs échangeaient des regards impressionnés. Sarah croisa les bras, un léger sourire sur les lèvres. « Bienvenue dans la division, Émilie. » Dans les collines du Tennessee, sous la lumière dorée d'un soleil couchant, la petite ville de Pleasant Creek ignorait tout du chemin qu'avait choisi la jeune fille. Mais elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle avait honoré la mémoire de sa grand-mère et ouvert une voie que personne n'aurait pu imaginer ce matin-là lorsqu'elle était entrée dans le magasin pour acheter une boîte de cartouches. Et dans cette salle, au cœur d'un complexe tenu secret, une nouvelle légende commençait à s'écrire.